Bonjour, mon nom est Martin Ouellette. Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions. Au cours de la prochaine heure, on va faire le tour des actualités dans la région du Bas-Saint-Laurent, plus précisément dans la région de la Métis, également dans l'ouest du Québec, à Vaudreuil-Soulanges, mais on va également vous présenter des reportages qui proviennent des quatre coins du Québec, grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Sommaire pour vous cette semaine. Dans le Kamouraska, une campagne électorale pour faire élire le prochain préfet de la MRC. À Lanoraie, une chaîne humaine pour manifester contre l'état déplorable de la chaussée de la route 138. À Cap-aux-Oies, l'armée canadienne teste une nouvelle technologie. À Saint-Raymond, l'auteur Biz est le mentor pour les participants à la 7e édition de l'atelier d'écriture à la maison Plamondon. Dans la Naudière, 3 femmes s'apprêtent à affronter le désert. À Chandler, les élèves de l'école Saint-Paul de Pabeau reçoivent des chaussures pour leur persévérance. Et pour commencer cette émission, j'accueille Chantal Bédard de CSur.tv ainsi que Marc Després de la télévision de la Métis pour parler avec eux d'actualité régionale et aussi, bien sûr, d'élections municipales. Chantal Bédard, bonjour. Bonjour. Chantal, CSur.tv œuvre dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Pouvez-vous nous donner un peu plus de définition de ce que ça englobe, la région de Vaudreuil-Soulanges? La MRC de Vaudreuil-Soulanges est située à l'ouest de Montréal, collée sur les lignes ontariennes. On parle d'un territoire de 800 km², un immense territoire comptant 23 villes et municipalités. De ton côté, Marc Després, quand on parle du territoire de la télévision de la Métis, on parle de quel territoire exactement? C'est la MRC de la Métis. Ça inclut 16 municipalités, villes ou municipalités, et la plus populeuse étant celle de Montjoly, où se trouve la télévision de la Métis. Alors, commençons avec vous, Marc, pour les actualités régionales. D'abord, il y a une nouvelle caserne de pompiers dans la ville de Price. Exactement. Donc, la nouvelle caserne Albert Côté de Price a été inaugurée officiellement le 12 septembre en présence d'élus, de dignitaires, de partenaires, de membres de la famille d'Albert Côté. Et le lendemain, ce sont près de 500 personnes de la population qui se sont présentées directement sur place. Et ça faisait au moins 8 ans là, que tout le monde attendait ce moment avec impatience. Et fait très rare, le projet était évalué à 4,8 millions de dollars. Oui. Et en bout de ligne, eh bien, ça a coûté 4 millions de dollars. Donc, on a sauvé 800 000 dollars sur la facture. Oui, je pense qu'on va vraiment noter la date au calendrier. Mais j'aimerais savoir, qui est Albert Côté? Bien, Albert Côté a fait partie justement du service incendie de Price pendant de très, très, très nombreuses années. Et c'est en sa mémoire à ce moment-là qu'on a décidé de donner le nom à la caserne à ce moment-là. Et c'est un projet qui a même été financé à 88 % par le gouvernement du Québec, par le fameux programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, ou si vous préférez, le fameux PRACIM, et oui. C'est de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et la localisation maintenant se situe sur la rue William Evans Price, parce que bon, il faut dire, vous le voyez dans les images que l'on voit rouler présentement, c'est quand même très beau, une très grande construction. Avant, c'était une minuscule bâtisse située juste à côté de l'hôtel de ville. C'était même dangereux parce qu'on était proche d'une école primaire. Donc, à ce moment-là, avec cette nouvelle bâtisse, on rend le tout vraiment plus sécuritaire, au goût du jour, avec beaucoup de nouvelles salles à ce moment-là. Et soulignons-le, à 800 000 $ de moins cher que prévu. C'est rare. Exactement. C'est rare. Comme le disait Oui. Comme le disait le député Pascal Bérubé, là, on pourrait le nommer au ministère des Finances. Par ailleurs, la Maison des Jeunes chez vous, la Maison des Jeunes de Saint-Gabriel, déjà 25 ans pour la Maison des Jeunes.
Ben exactement. Donc, c'est en août 1999 que la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, en réponse aux démarches soutenues d'un comité de jeunes et d'adultes de Saint-Gabriel, avait décidé de confier le mandat à la Maison des jeunes de Montjoly de pouvoir opérer un lieu donc pour les municipalités de Saint-Gabriel, Saint-Charles-Garnier et les Hauteurs avec un point de service. Et de là est née donc cette Maison des jeunes, Gaëlle Toinen. Et qui est cette jeune fille? Ben, c'est une jeune fille qui est décédée et qui aurait bien aimé avoir, elle, dans son temps, une bâtisse comme celle-là. Et donc, à ce moment-là, ben, est née tranquillement cette bâtisse qui permet quand même aux 11 à 17 ans là, de vivre des activités de responsabilisation, de prise en charge d'information, de prévention. Et en 25 ans, ben, on a occupé 4 lieux. Et là, ben, on espère bien, en tout cas du côté du père qui était présent, on vient juste de le voir sur les images, donc le père qui, lui, espère qu'un jour, on va avoir une bâtisse permanente strictement pour la Maison des jeunes. Et présentement, on sait que du côté de Saint-Gabriel, la Caisse des Jardins, la bâtisse est à vendre. Et à ce moment-là, ben, on se dit, tiens, ça serait un lieu parfait pour pouvoir y tenir une future Maison des jeunes et être au goût du jour à ce moment-là, être sûr et certain là, que tout est correct. Alors, il en a fait la demande sur place au maire Georges Deschênes et M. Deschênes n'est pas contre. C'est sûr que, comme il l'a si bien indiqué, c'est pas sa décision à lui, c'est la décision d'un conseil municipal au complet et d'une région. On parle d'une bâtisse qui pourrait quand même coûter jusqu'à 165 000 $. Donc, c'est pas nécessairement évident à financer, mais pour les jeunes de la place, là. Et je dois le signaler, on a fait une entrevue avec le président et 2 jeunes. Et les 2 jeunes, là, étaient extraordinaires. Je pourrais peut-être me permettre de vous envoyer l'entrevue la semaine prochaine pour le bulletin des régions. Là. C'est vraiment une entrevue qui vaut la peine d'être entendue. Des jeunes très sensés qui avaient d'excellents arguments d'ailleurs. Alors peut-être d'ailleurs auront-ils une promesse électorale parce que les élections municipales s'en viennent. On va en parler dans quelques minutes ensemble. Exact. Mais pour tout de suite, là, il faut le souligner, il y a une station de télévision, une station de radio communautaire sur votre territoire qui a célébré son 35e anniversaire. C'est durable, ça, quand même. Oui, c'est quand même à souligner 35 ans au travers. Donc, celle-ci couvre les 2 MRC, celle de Rimouski et de la Métis. Donc, elle est née ici même à Montjoly dans le temps. Et on a souligné les 35e anniversaire le 9 septembre dernier. Et il faut dire que cette station-là a eu 3 noms dans son histoire. Donc, il y a eu CKLE, qui est devenu CKMN, et depuis quelques années, Flow 96,5. Alors, c'est quand même une station, il faut l'avouer, qui a eu un passage difficile, même quelques passages difficiles au cours des années. Mais présentement, on s'en tire énormément bien parce que depuis la pandémie, on a un budget d'opération de 1,2 million de $ en ce qui concerne la radio communautaire. C'est quand même très appréciable à ce moment-là. Et on parle quand même d'une 12aine d'employés permanents, une bonne 12aine de bénévoles qui vont aux différentes activités de Flow. Et d'ailleurs, on peut souligner que, fait quand même assez remarquable, l'un des bénévoles qui s'appelle Louis Brunet anime une émission qui s'appelle Jazz dans la nuit les lundis soirs et il l'anime depuis 35 ans. Donc, depuis la première heure, il est bénévole à Flow 96.5. Donc, c'est quand même un fait qui est à souligner. Et aussi, ben, d'ici le mois de janvier, dans les prochains projets pour Flow 96.5, ben, on veut accentuer la présence sur les différents médias à ce moment-là, mais surtout sur le numérique. Alors, entre autres, ben, on va avoir une station de podcast là, qui va être disponible éventuellement. On veut aussi diffuser des balados. Donc, on veut sortir du carcan d'une radio traditionnelle pour bifurquer là, vers le numérique. Alors, on leur souhaite naturellement un autre 35 ans d'existence tout aussi profitable. Et merci de témoigner de la vitalité de ce média régional chez vous. On va voir avec Chantal maintenant un peu ses actualités dans sa région. Tout d'abord, Chantal, là, un nouvel organisme met en marché une bière pour financer la sauvegarde de l'esquerre de Rivière-Baudette. Pouvez-vous nous expliquer ça un peu?
Oui, effectivement, un nouvel organisme qui s'appelle l'Esquerre de Rivière-Baudette et Saint-Hélesphore. Vous savez, un esquerre, c'est un vestige de l'époque glaciaire. C'est un morceau de glacier qui fond tout doucement sous la terre. L'eau potable du territoire de ces villes puise directement à même l'aquifère des eaux souterraines. Les citoyens s'inquiétaient qu'on puisse contaminer cette eau-là. Est-ce que l'Esquerre est menacée présentement? Bien, il y a eu l'agriculture peut être une menace. Il y a aussi eu quelques dossiers, dont peut-être l'implantation d'un site de compostage sur les lieux qui pourrait contaminer. Bon, l'organisme est vraiment né de ces pressions-là. Bon, et grâce à l'organisme, bien sûr, le projet n'a pas eu lieu, mais ils poursuivent leur mission. Les fosses septiques, la réglementation, protéger les puits de surface, un grand travail avec les citoyens et pour financer ces études et ce travail, ils ont créé une bière à leur effigie qui s'appelle l'Esquerre, et l'eau de la bière qu'ils ont utilisée pour la fabriquer provient directement, justement, de la source qui provient de l'Esquerre de Rivière-Baudette et Saint-Hélesphore. Une belle bière belge, très, très bonne, créée dans le village de Saint-Polycarpe, où est-ce que la brasserie Schoon est installée. Donc, c'était un bel événement, un bel organisme qui a une belle mission. Bien, qui témoigne également de la volonté des citoyens de préserver la ressource sur votre territoire. Passons tout de suite à la ville de Pincourt. La ville de Pincourt continue d'investir dans des traverses de l'art. Pouvez-vous nous expliquer un peu? L'art et la culture aux premières loges, surtout dans les traverses pétionnières. Vous savez, ces petits chemins, on ne parle pas de ruelles, mais entre les parcs, entre les maisons. Et souvent, c'est juste des clôtures. Alors, ils ont installé de grands panneaux où des artistes du territoire de Pincourt, de la région, ont peint. Et cette année, le thème était Art Zoo. Donc, le zoo, donc des animaux colorés de toutes les formes et très original. L'idée, c'est de se promener tout en regardant et en admirant ces personnages haut en couleurs. C'est supposé être agréable se promener dans ces sentiers piétonniers. Et ont vraiment le projet lève les passions. Les gens se promènent, regardent. C'est comme une passerelle des arts. Le titre est très, très approprié. Et c'était la deuxième passerelle là, qui a été créée. Il y en avait déjà une, là, on en a ouvert une deuxième. Est-ce qu'il y a un projet pour une troisième? C'est dans l'air, on en a parlé. Les élus m'ont dit qu'il y a une troisième initiative qui se dessine probablement pour l'été prochain. C'est un dossier à suivre. Maintenant, le méga hôtel de ville, bibliothèque, centre administratif de Vaudreuil-Dorion est maintenant pleinement opérationnel. Effectivement, le fameux pôle de Vaudreuil-Dorion. Le pôle, OK, oui. On l'appelle le pôle, mais effectivement, à l'intérieur de ce bâtiment, il y a l'hôtel de ville, une bibliothèque sur 2 étages, la salle du conseil, le milieu administratif, le milieu urbaniste aussi de la ville. On a ramené sous un même toit, dans un édifice de près de 70 millions de dollars qui ont été investis, très modernes, lumineux, un peu à l'image de la ville, finalement, qui est en pleine expansion. Les élus se sont dotés d'une infrastructure fonctionnelle, un laboratoire numérique avec des imprimantes 3D pour les jeunes qui viennent à la bibliothèque, un endroit vraiment à l'image de ce que devient Vaudreuil-Dorion pour les prochaines années. Alors, c'est encourageant pour le développement municipal. On va maintenant, si vous voulez bien, tous les trois, parler d'élections. Parce que, Marc, vous, de votre côté, là, il y a 16 municipalités dans le territoire que vous couvrez. Mais on commence avec une municipalité où on ne sait pas s'il va y avoir des élections. J'aimerais que vous me parliez de la municipalité de Les Hauteurs. Oui, parce que du côté de la municipalité de Les Hauteurs, la mairesse Gitane Michaud, on a fait une petite fête parce qu'on souligne cette année ses 20 années d'implication au niveau municipal. Elle a commencé la première fois en 2005 comme conseillère en politique familiale. Oui. Ensuite, elle est devenue une conseillère au développement et au loisir en 2009. Elle est devenue conseillère en loisir en 2013 pour finalement être élue mairesse en 2017 et réélue en 2021. Dans son cas, non, elle nous l'a annoncé sur place, elle ne se représentera pas. Donc, elle veut se consacrer à son rôle de grand-mère à ce moment-là. Donc, les gens... Quitte après 20 ans. Ben oui, elle quitte après 20 ans à ce moment-là.
Donc, les gens vont avoir l'occasion à ce moment-là de devoir choisir une nouvelle mairesse ou un nouveau maire à ce moment-là aux élections de novembre. Mais justement, Marc, on est au début de la période des élections municipales. Comment ça se présente, les différents... Est-ce qu'il y a des luttes à prévoir dans votre région? Est-ce qu'il y a des villes, des municipalités, des villages à surveiller? Ben, présentement, c'est relativement tranquille, il faut le dire, au niveau des élections municipales. Okay. Bon, il y a Gitane Michaud, effectivement, qui ne se représente pas à la hauteur. Il y a aussi Pascal Rioux, le maire de Saint-Donat, qui a annoncé qu'il ne se représentait pas. Jean-Pierre Pelletier de Métis-sur-Mer, qu'il ne se représentera pas lui non plus. Et du côté de M. Pelletier, lui, c'est 35 ans de vie municipale cette année. C'est pas rien. Et... ensuite, par contre, mais c'est pas celui qui a le plus d'années à son actif. Si on regarde du côté de Saint-Joseph-de-Lepage, eh bien, Magella Roussel, eh bien, lui, a 45 ans de vie municipale à ce moment-là. Eh bien. Et donc, c'est quand même à souligner. Alors, de toute évidence... par contre, oui, je vous écoute. Oui, allez-y. La municipalité à surveiller, par contre, c'est celle de Sainte-Luce. Donc, jusqu'à maintenant, la mairesse Micheline Barillot et ses conseillers vont avoir à débattre parce qu'il y a une opposition qui se dessine, l'Alliance citoyenne sous la responsabilité de Yolande Hould. Donc, Mme Hould se présente à la mairie et jusqu'à maintenant, on sait qu'il y a au moins 3 autres personnes qui ont posé leur candidature et on nous dit qu'il devrait y avoir une équipe complète éventuellement. Donc, la lutte à surveiller ici dans la Métis risque d'être Sainte-Luce au mois de novembre. En terminant, comment ça se présente pour la ville de Montjoly? Pour la ville de Montjoly, bien, mon Dieu, il y a 3 postes qui vont être en élection. Okay. Donc, 2 conseillers qui ne se représentent pas. L'un qui en était quand même à 32 ans d'implication. Ensuite, M. Thibault, lui, avait 8 années derrière la cravate. Et il faut dire que nous, ici à Montjoly, dans la dernière année, il y a Jean-Pierre Labonté qui est décédé. Et on avait décidé de ne pas renouveler son poste d'ici la fin de la campagne et d'ici la prochaine campagne électorale. Donc, son poste, à ce moment-là, sera en élection aussi. Donc, on sait qu'il y a au moins 3 postes qui vont être vacants. Il y a déjà des candidats dans 2 des postes. Et donc, on devrait avoir des gens là, dans chacun des postes et peut-être même une lutte à l'un de ceux-ci à ce moment-là. Pour le maire, ben lui, il a décidé qu'il sollicitait un autre mandat. Mais par contre, il n'y a pas d'opposant à ce moment-ci. Jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. Alors, donc, beaucoup de renouvellement avec des gens qui quittent après avoir longtemps servi et à surveiller Sainte-Luce. Oui. Dans votre région. On va tout de suite voir Chantal Bédard de C'est sur TV. Dans Vaudreuil-Soulanges, là, on parle de 23 municipalités. Ça fait tout un paquet de candidats, ça? La campagne électorale est bel et bien démarrée en force. Alors, depuis tout l'été, au début de l'été, ça a déjà commencé. Les gens, les aspirants candidats participaient. Moi, j'appelle ça un peu la parade des pans. Là. On les voyait dans beaucoup d'événements. Ou la parade des épluchettes de blé d'Inde aussi. Là, oui, bien effectivement. Il y en a eu beaucoup d'épluchettes de blé d'Inde et de fêtes champêtres. Et on parle quand même de 23 villes et municipalités dans ce territoire-là. Donc, c'est une grande élection pour la MRC, mais c'est aussi une grande élection pour les médias locaux parce que c'est énormément de campagnes à couvrir. Ouais. On parle de plus de 300 candidats aspirants, conseillers, conseillères, maires ou mairesses qui se sont inscrits sur le site d'Élections Québec. J'ai l'impression que c'est un record. Il va falloir que je vérifie mes chiffres. Ouais. Fait que c'est une campagne assez sérieuse. La région, là, c'est bel et bien commencé. Chantal, devant une telle abondance de candidats, comment une télévision peut assurer une certaine couverture adéquate et équitable pour tout le monde? Parce qu'il va y avoir des choix à faire quand même avec le volume de candidats que vous avez. Bien, notre mission, c'est d'offrir des outils aux citoyens pour qu'ils puissent faire des choix éclairés. Donc, en tant que télévision, on a décidé de mettre en place une initiative des podcasts audio-vidéo. Okay. On a invité tous les conseillers, conseillères, maires et mairesses, donc les 300 aspirants à venir à faire une courte entrevue. C'est les mêmes questions, c'est le même chronométrage. D'accord. Et c'est une initiative qu'on va faire pour la première fois en format réseaux sociaux, en format 9-16 pour ceux qui sont plus habitués avec le jargon, donc les fameux stories. Donc, au lieu de filmer couché, debout, donc on travaille vraiment d'une autre façon. Et ces capsules-là,
podcasts-là vont pouvoir se retrouver sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et bien sûr sur notre chaîne télé, mais on va vraiment travailler différemment. C'est une première pour nous. Oui. Et c'est des captations qui vont se retrouver dans les minutes après que les personnes ont fait leur entrevue. C'est une belle expérience, mais quand même, c'est une course pour nous aussi. On fait ça dans un lieu à la maison Félix Leclerc, donc dans l'aura de Félix, finalement. Donc, au cours des prochaines semaines... quand même très politisé, hein? Oui. Mais au cours des prochaines semaines, donc, l'ensemble des candidats peut se présenter à cesur.tv, profiter de vos installations pour produire un petit vidéo ou un podcast là, pour faire valoir sa candidature. C'est bien ça? Exactement. C'est encadré, donc c'est nous qui posons les questions. Et ils prennent un rendez-vous, puis on a une grille horaire, puis un après l'autre, là, ils vont venir défiler. La parade va se poursuivre ici dans nos studios pour produire ces petites capsules podcasts-là qui vont être un outil pour les aspirants candidats et aussi un outil pour les citoyens qui veulent connaître les futurs candidats, les candidats qui se présentent pour leur ville et leur municipalité. Alors, dans quelques semaines, Chantal Bédard, on pourra juger de la popularité de l'initiative que vous venez de mettre de l'avant. Je ne doute pas non plus que, Marc, de votre côté, vous allez nous présenter, à mesure qu'on va les connaître, là, les différents candidats dans vos élections municipales. Puis écoutez, moi, je vous remercie pour cette conversation que l'on a eue ensemble aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Merci. Gérald de Beaulieu de CEMA TV était à Rivière-Ouelle pour l'annonce de la candidature de Mme Nancy Dubé au poste de préfet de la MRC de Kamouraska. Cette MRC est l'une des rares au Québec à élire par suffrage universel la personne qui occupe le poste de préfet. Les élections municipales auront lieu le 2 novembre prochain. Pour la MRC de Kamouraska, ce suffrage s'avère avoir une portée élargie puisqu'elle est l'une des rares au Québec à soumettre à la population le choix de la préfecture au suffrage universel. L'exercice démocratique sera respecté. Lors d'un point de presse tenu en matinée à la chapelle du Quai à Rivière-Ouelle le lundi 8 septembre, Mme Nancy Dubé a annoncé qu'elle déposera officiellement sa candidature à la préfecture dans la MRC de Kamouraska aux prochaines élections de novembre 2025. Après 6 ans à la direction générale de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, la période électorale lui offrait un nouveau défi. Actuellement, le poste est assumé par M. Sylvain Roy, élu à un premier mandat le 7 novembre 2021. Le préfet a confirmé à la mi-juillet qu'il briguera un second mandat. Je confirme que je déposerai ma candidature à la préfecture de la MRC de Kamouraska. La candidature de Mme Dubé viendra ainsi pimenter la course à la préfecture. En effet, la présence et les appuis massifs et bien sentis d'une vaste majorité de mairesses et de maires actuels et de certains élus antérieurs confèrent à la course une dimension rehaussée. Quelques entrepreneurs étaient aussi présents. Selon l'issue de l'élection, Mme Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal, s'offre pour agir comme mentor afin d'être une bonne guide en matière de politique municipale. Parmi les dossiers et les enjeux territoriaux, Mme Dubé a présenté sa vision et plusieurs sujets d'ordre socio-économique auxquels elle compte s'affairer. Je pense que la MRC est à la croisée des chemins. Elle doit se redéfinir. Il faudrait avoir un plan stratégique, avoir des actions, des objectifs pour les atteindre. On a des gros enjeux au Bas-Saint-Laurent, comme entre autres le vieillissement de la population, les départs à la retraite. Moi, je ne veux pas voir ma MRC s'étioler. Donc, il va falloir trouver des solutions pour que nos entreprises aient des employés, pour que nos services fonctionnent. Et puis, il faut travailler sur l'attractivité. C'est toutes des vases communicants. Parce que si on travaille sur l'attractivité, il va falloir travailler sur notre politique d'habitation. Et la MRC a déjà commencé à travailler là-dessus. Notre piscine. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de piscine entre Rivière-du-Loup et Montmagny. On va continuer à travailler sur ce dossier-là pour que ça marche. Et aussi le développement éolien. Super beau projet qui amène beaucoup de sous à la MRC et aux municipalités. Le tourisme, 450 000 personnes par année passent dans le Kamouraska. L'agriculture, 374 fermes juste dans la MRC de Kamouraska, c'est extraordinaire. L'agroalimentaire, c'est une filière très importante dans la MRC du Kamouraska. Encore une fois, tout ça, je veux le faire en collaboration avec les maires, avec les citoyens, les citoyennes et être à l'écoute parce que c'est ce que je suis. Moi, j'aimerais qu'au Kamouraska,
On mène la parade et qu'on ne fasse pas juste la suivre, qu'on soit proactif et qu'on initie les actions parce qu'on a tout ce qu'il faut dans la MRC du Kamouraska. Merci beaucoup encore une fois. Stratège en communication, Nancy Dubé, qui avait été désignée personnalité de l'année 2021 par le journal Le Placoteux, a visiblement su attirer l'attention et les ralliements de fidèles à ses visées politiques. C'était Gérald Beaulieu à Rivière-Ouelle pour CMA TV Information. À Lanoret, les citoyens ont formé une chaîne humaine pour dénoncer l'état pitoyable de la chaussée sur la route 138 entre Berthier et Lanoret. On écoute Alain Bellumeur de CTRB. Nous sommes présentement à Lanoret où se déroule une manifestation. Évidemment, on veut protester contre l'état pitoyable de la route 138, les 7 km là, entre Lanoret et Berthier, Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, une chaîne humaine se prépare. Les gens veulent faire savoir au gouvernement qu'ils ne sont pas contents et qu'ils voudraient que le chemin du roi à cet endroit soit refait pour éviter accidents et problèmes de toutes sortes. Donc, manifestation à Lanoret. Donc, M. Villeneuve, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi on est ici ce matin? On est ici pour rappeler à toute la classe politique du Québec là, que la situation qui existe là, depuis maintenant plus de 30 ans, là, que les gens ici sont exaspérés, c'est assez. Il faut refaire cette route-là. Elle est dangereuse, elle est défoncée, elle est complètement défoncée. Et les piétons ne peuvent pas s'y aventurer, les cyclistes y vont à leur risque et péril. Alors, il faut, de la part de la classe politique, du gouvernement, qu'il y ait un engagement ferme, pas de tâche générale. On veut vraiment un engagement qui vont mettre un calendrier. On veut la date du début, on veut la date de la fin. On veut que ça se fasse. Les gens, là, je pense que c'est une belle démonstration. C'est un puissant message aujourd'hui qu'on envoie là, au gouvernement. Il faut vraiment que cette situation-là, c'est pas normal. La question, là, tantôt, on va dévoiler une photo, là. C'est pas normal d'avoir une route dans ces conditions-là. C'est le chemin du roi, c'est la route verte, c'est une route nationale. Puis là, c'est une honte nationale. Moi, les gens qui viennent de l'extérieur de Lanoret, puis qui viennent de l'extérieur du pays, qui viennent passer là, ils doivent se dire, mais coudonc, on est où? On est au Québec? Ça n'a pas de sens. Ben, l'état de la route, elle s'explique du fait que dès le départ de l'année 60, ils n'ont pas fait d'assises. Donc, c'est juste 7 km qu'il y a à faire. Il n'y a pas d'assises. Donc, ce qui arrive, c'est que
fait office quasiment de barrage parce qu'on a un coteau de sable en haut, puis la neige, la pluie, le printemps, cette eau-là en sous-sol, elle a fini par se rendre là. Puis elle a la difficulté à passer puis se rendre au fleuve, le fleuve étant le bassin versant. Et donc, le printemps gèle dégèle, la route casse tout. Et en plus, c'est que vu qu'il n'y a pas de sable, une fondation normale, sable et pierre, il y a 2 pieds d'asphalte à des places. Alors, quand les camions passent, les autos, là, le son que ça fait, là, la vibration, là, elle est augmentée là, par je ne sais pas combien, il faudrait demander aux spécialistes, mais je dirais facilement du double et du quadruple probablement. Et les gens n'y arrivent pas à dormir. Les fondations, par la vibration, sont attaquées, les fondations des maisons. Ça n'a pas de sens. C'est juste que ça n'a pas de sens. Puis, nous, on demande une rencontre avec le premier ministre du Québec. On va y expliquer la situation, parce que j'ai comme l'impression que c'est pas de la mauvaise foi de leur part, c'est de la mauvaise volonté, mais je pense qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas la situation. On veut leur explication. Ben, on a reçu des accusés de réception, parfois des lettres où c'est insipide, incolore, inodore. On pèle des nuages. Ça, on la connaît, la chanson. Là, c'est assez. Là, tu sais, là, les palabres, là, maintenant, on veut de l'action. C'est ça que les gens sont ici, là, ce matin, là, pour réclamer ça. Vous êtes fiers de voir à peu près quand même une couple de personnes? C'est au-delà de mes espérances. Il reste encore une demi-heure. Alors, les gens ont le temps encore d'arriver. Il y en arrive encore d'ailleurs beaucoup. Là. Alors, oui, je suis très, très content que les gens répondent en si grand nombre. C'est ça le message puissant. C'est que là, les gens, là, ils sont mobilisés. Puis on n'arrêtera pas là. On n'arrêtera pas là. On va y aller en crescendo, toujours de façon civilisée et pacifique. On n'est pas là pour bloquer le trafic. On ne bloque pas le trafic. On n'est pas là pour emmerder les automobilistes. C'est pas notre objectif. On est là pour que le gouvernement comprenne que la situation actuelle, il faut la corriger. À Cap-aux-Oies, l'armée canadienne a testé une nouvelle technologie qui permet de produire de l'eau potable en grande quantité. On écoute un reportage de Mathieu Larivière de TVCO. Un événement unique en son genre a récemment attiré l'attention dans la région. Un lieu de la Garde côtière du Canada situé à Cap-aux-Oies a servi de terrain d'expérimentation pour une opération militaire singulière. Une dizaine de soldats du 5e régiment du génie de combat, basé à Valcartier, s'est rendu sur les lieux afin de procéder à des essais techniques sur un équipement de pointe encore peu connu du grand public. On vient faire un entraînement hors base avec notre section de ROPU, qui est une section qui permet d'obtenir de l'eau potable, peu importe la source d'eau qu'on a, que ce soit de l'eau salée, de l'eau de lac, de l'eau grise. Donc on est capable de venir filtrer l'eau puis rendre accessible l'eau à n'importe quelle personne qui a besoin. Cap-aux-Oies a été choisi pour tester le système de filtration d'eau par osmose inversée en raison de conditions physiques bien précises. 2 critères spécifiques, le dénivelé, qui est très élevé. Donc, selon nos gabarits, on a différents dénivelés à respecter. Puis, en ce moment, on se trouve dans la limite supérieure. Donc, on voulait venir tester la machine dans cet environnement-là. Deuxième point, c'est l'eau salée. On se retrouve dans une embouchure du Saint-Laurent où on commence à avoir de l'eau salée. Et c'est pas tous les jours qu'on est capable de venir filtrer l'eau salée pour obtenir de l'eau potable. Donc, le but, un peu, c'est de pousser la machine dans ses retranchements ultimes, là, en quelque sorte. Exact. Le but, c'est vraiment de venir pousser la machine, s'assurer qu'on est capable de répondre à n'importe quel mandat qu'on pourrait avoir en tant que, admettons, sur les unités d'intervention immédiate. Donc, on est capable d'être déployé en 24 heures, peu importe où au Canada, pour répondre à un besoin quelconque. Le traitement de l'eau passe par plusieurs étapes de filtration avant de devenir une ressource potable. On pompe directement du fleuve Saint-Laurent. On pompe dans la machine de l'EuroPew qu'on appelle. Après ça, ça passe dans plusieurs membranes d'ultrafiltration puis d'osmose inversée pour finalement sortir dans les bladders, dans les oignons de 11 500 litres. Juste ici en arrière, c'est ici que le procédé d'osmose inversée se produit. Il y a 4 membranes. L'eau passe à un certain chemin. Puis à haute pression, tous les contaminants de l'eau restent d'un bord. Puis après ça, ces contaminants-là sont rejetés dans
Dans la nature, avec le concentré, avec le backwash, le contre-lavage. C'est un nettoyage qui est à la fois physique et chimique? Non, c'est pas chimique, c'est seulement avec l'eau collectée. OK. Faut partir la machine. Puis après ça, c'est juste un pistolet comme une station-service. On prend sa gâchette, puis l'eau sort. On peut remplir des gallons, on peut remplir... On peut se faire un système pour remplir des citernes pour fournir des plus grosses quantités. L'Armée canadienne dispose d'un inventaire de ces machines réparties sur l'ensemble du territoire national. On en a 24 au pays. Ils sont basés à Gagetown, à Valcartier, à Petawawa puis à Edmonton. Dans quel type de conflit ou de zone on peut déployer cette machine-là? On peut déployer n'importe où dans le monde. À Gagetown, il y a le DART qu'on appelle. C'est une équipe hautement déployable. Sinon, un peu plus régional, on peut déployer pour les communautés autochtones dans le nord du Québec, un Yellowknife, n'importe où. Est-ce qu'on peut penser aussi à des zones de guerre ou des zones humanitaires, par exemple, si le Canada envoie de l'aide à l'étranger? Oui, exactement. On peut fournir nos troupes en eau potable sur une durée illimitée, sans avoir à payer pour des bouteilles d'eau. 4 militaires sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la machine lors de son utilisation. Une fois en service, l'appareil est capable de fournir de l'eau potable à plusieurs milliers de personnes chaque heure. En condition maximum, c'est 5200 litres à l'heure. Environ 8000 personnes par jour qu'on pourrait fournir en eau. Blumetric Environnement, l'entreprise manufacturière qui fabrique les machines de purification, accompagne également l'Armée canadienne dans la formation des militaires. Nous autres, comme fournisseurs des équipements, on fait l'entraînement des opérateurs, puis des techniciens qui vont les réparations. Alors, on prend la chance ici de faire d'entraînement des opérateurs. On trouve que l'armée canadienne, ses personnels déménagent beaucoup. Alors, c'est difficile d'apprendre la connaissance d'équipement comme il faut. Alors, on prend la chance ici pour faire l'entraînement pour les opérateurs, puis on l'essaye au moins une fois par année avec l'équipe. Au terme de l'exercice, la machine de purification a démontré sa fiabilité, répondant ainsi aux attentes des militaires. On est très satisfait des tests qu'on a faits. On a présentement 3 bladders avec de l'eau potable. La machine n'a eu aucune difficulté à nous fournir en eau potable, donc on est très satisfait. Notre équipe a très bien performé également. En cas de sinistre ou dans un contexte nécessitant le déploiement du système, les militaires chargés de son opération sont en mesure d'intervenir de façon complètement indépendante. On est 100% autonome. On s'organise pour être autonome sur différentes périodes. On peut être autonome 24 heures, 48 heures, 72 heures, peu importe le mandat qu'on a. On est capable d'être autonome sur plusieurs semaines également. Donc, pas de restaurant, pas d'hôtel. Parlez-moi un peu, là, quand vous arrivez ici, vous demeurez ici? Tout dépend du site de tâche. Là, c'est un exercice de développement professionnel, s'assurer que la machine répond et que l'équipe est capable de répondre aux besoins. On peut se retrouver à manger des rations, comme n'importe quel bon militaire. On peut dormir sur le camp. On a présentement un véhicule ici où ils dorment à l'intérieur. On peut être sur des camcotes, on peut être sur la terre ferme. Peu importe le besoin, on est capable d'être là puis de répondre au mandat. De plus en plus, l'armée est déployée dans des contextes locaux. On pense aux inondations, aux feux de forêt. Est-ce qu'on pourrait voir ces machines-là dans des contextes de feux de forêt au Canada? À partir du moment où on a un besoin en eau potable, que ce soit pour les militaires ou pour les civils, pour la population locale, on pourrait retrouver cet équipement-là, ces machines-là, pour venir en aide à la population locale ou aux communautés qui sont dans le besoin.
Les Forces armées canadiennes pourraient revenir dans Charlevoix au courant de l'été prochain afin de répéter les essais techniques et l'entraînement des équipes militaires. La 7e édition des ateliers d'écriture de chansons qui se déroulent à la Maison Plamondon avait cette année comme mentor pour les participants l'auteur Biz, bien connu. On écoute Arthur Bordelot de CJSR. On va aborder la structure de la chanson du point de vue formel. Donc, les champs lexicaux, les rimes, les assonances, les métaphores. C'est durant la semaine du 11 août qu'a eu lieu l'atelier d'écriture de chansons à la Maison Plamondon. C'est Biz qui, pour cette 7e édition, a fait office de mentor pour les 10 participants sélectionnés. Différents exercices ont permis aux artistes de découvrir de nouvelles possibilités d'écriture, le tout dans l'optique de relever un défi assez important, écrire une chanson en 4 jours. La contrainte est intéressante parce qu'elle donne un cadre. Puis parce que quand tu as l'horizon des possibles, des fois tu as le vertige puis tu fais rien. Alors que quand tu as un cadre, des paramètres, une échéance qui est très dure pour les créateurs, puis en même temps, c'est très stimulant parce que tu dis « Hey, c'est jeudi, là. Là, il faut bosser, là. » Puis mercredi, j'ai rien fait, ben je dors pas de la nuit, parce que c'est ça, la création. J'avais peu de temps hier pour réécrire dans une nouvelle optique cette chanson-là. Fait que je me suis enfermée dans ma voiture, puis j'ai tout réécrit. Puis quand je l'ai présentée hier après-midi, elle venait juste d'être écrite. Biz était vraiment content. Je me laisse aller dans l'image pour que les personnes se sentent, puissent voir l'histoire. Tout au long de ces 4 journées, les participants ont eu plusieurs périodes libres pour laisser aller leur créativité et essayer de sortir de leur habitude artistique. Ça a été un bon défi, Moi j'aime les défis de toute façon, là, ceux qui me connaissent le savent. Ça a été un bon défi parce que c'était mon premier rap, justement, puis je suis moins porté sur la performance ces années-ci. Je suis plus porté pour être en arrière de la caméra, être en arrière de mon stylo, de ma plume, puis de gérer les projets des autres. Donc, revenir sur scène, là, c'était un bon défi. Une chance qu'on avait notre mirage. Quand on monte sur scène, on aime ça présenter ce qui nous identifie jusqu'à maintenant, tu sais. Mais là, c'est pas ça qu'on vient faire ici. On s'en vient pas présenter ce qu'on a fait à la date. On vient présenter ce qu'on a fait, ce qu'on vient de faire dans les 3 derniers jours. Puis qui est souvent comme une sortie de zone de confort. Fait que c'est juste d'assumer que le monde qui va entendre ce que je fais, ils n'auront pas entendu ce que je fais d'habitude. Ils vont avoir plus entendu ma sortie de zone de confort, tu sais. Mais je suis à l'aise avec ça, là. Arrivés à la dernière journée de l'atelier, les participants se préparent pour présenter le résultat du travail accompli durant leur parcours. Pour l'avoir vécu l'an passé, les gens sont très réceptifs, puis que ça soit pas parfait, ça fait partie du show aussi. Là, on arrive avec quelque chose qu'on se dit, ben là, on le teste. C'est plus de ce côté-là. Fait qu'en envoyant ça, puis on se met à nu devant le public, parce que là, on vient de l'écrire, c'est tout frais, on se l'est peut-être pas tant approprié encore. Les gens qui viennent ici, par contre, c'est ça, c'est que la réception, c'est très le fun. On peut avoir des commentaires après. Quand on fait, mettons, avec les gens qui viennent, quand c'est comme une semi-générale, ben les gens donnent des commentaires. Ça, c'est le fun. J'ai hâte de le présenter parce que j'aime beaucoup la chanson. Ouais. Des fois, dans des camps d'écriture, tu t'embarques dans des projets puis t'es pas nécessairement en amour avec ce que tu as créé. Mais je trouve que ça fait longtemps que j'ai ce sujet-là en tête. Je voulais avoir du temps dédié à explorer cette idée-là. Puis c'est ce que ça m'a permis de faire, de participer à l'atelier cette année. Je suis confiant. Là, c'est ce qu'on appelle genre de la mise en bouche, tu sais. Ça veut dire que là, le texte est écrit, la musique est là, l'arrangement existe. Là, c'est juste de le répéter. Dans la boue, t'es dans la boue. Hey, c'est
cool. Est-ce que vous l'avez fait ensemble pour le coup? C'est la première. Oui, je pense que oui. Ouais? On va voir, là, à date. Ouais, je pense que oui. C'est à l'aise, moi. Avec le petit beat, là. Ouais. Je pense que ça va être bien, ça va habiller la toune, puis moi, ça va aussi m'empêcher de trop accélérer. Ouais. J'ai tendance à vouloir la faire trop vite, t'embrayes, puis wow. Ça m'a permis de m'asseoir aussi avec des gens qui soit étaient moins avancés ou soit avaient besoin juste d'une écoute, là. Des fois, tu sais, je me suis assis avec Benoît, je me suis assis avec Jean-Simon, je me suis assis aussi avec Charlotte, puis juste d'écouter des fois. Moi, ça m'a permis aussi de créer des relations avec ces personnes-là qui, idéalement, vont durer longtemps, mais aussi là, d'avoir une oreille sur d'autres chansons, puis c'est vraiment cool. Là, la chanson, elle tient, puis je l'ai beaucoup répétée, alors ça commence à rentrer. Victor est venu avec une clarinette, puis après, Hubert a embarqué avec sa guitare. Et puis Charlotte est venue chanter les back vocals sur le refrain. Ça a été fait un peu sur le fait comme ça. Tout a l'air de fonctionner, alors je leur ai écrit les charts de la chanson pour qu'ils se repèrent un peu mieux. C'est plus risqué, mais c'est plus fun, quoi. Ça va être beau. À compter du 30 octobre prochain, 3 femmes originaires de la région de la Naudière participeront à l'événement Rose Trip Maroc. Et Danny Bérubé a voulu savoir ce qui poussait ces femmes à vouloir marcher dans le désert. Catherine, Isabelle, bonjour. Bonjour. Qui a eu l'idée de partir en road trip pour la Rose Trip du Maroc? Qui a eu cette idée-là? C'est moi qui ai eu la brillante idée. Oui, c'est moi qui avais le rêve d'aller dans le désert, de faire un voyage au Maroc. Puis, vu que j'aime pas ça faire les choses comme tout le monde, être touriste, j'ai trouvé sur les internets ce genre de trek-là, à pied, un voyage de femmes, un trek solidaire avec le Rose Trip Maroc. Donc, vous avez décidé, là, moi, je n'ai pas le goût d'aller dans un hôtel 5 étoiles, j'ai plutôt décidé d'aller marcher dans le désert, dans le sable. Oui, des fois ça m'arrive, mais je suis correcte avec le 5 étoiles aussi, là. Oh, oui. J'ai pas de trouble avec ça. Pour le désert, ça a donné que c'était de voyager autrement. Mais parlez-nous de ce Rose Trip Maroc-là. C'est quoi exactement? En quoi ça consiste? Dans le fond, c'est un 4 jours dans le désert à marcher en moyenne 18 à 20 km par jour. Est-ce que j'exagère? Non. 12 à 16. 12 à 16. Mais il y a plusieurs catégories. Oui. Nous, on est la catégorie open, mettons. Exact. Mais ça peut aller jusqu'à ça si les gens font un autre type de catégorie. Si on se perd. Il n'y a pas de chemin, là. On marche directement dans le sable. On a des balises. Donc, on a quand même un chemin qu'on doit faire nous-mêmes. Donc, on doit créer notre chemin. On a des boucles. Une boucle à faire avec des balises auxquelles on doit aller toucher. Okay. Faire notre parcours. Donc, on fonctionne avec une boussole parce que là, on est dans le désert. On s'entend qu'on n'a pas rien pour se repérer. Qu'est-ce que vous avez comme équipement? Boussole, on a un rapporteur compas, ouais. Un rapporteur topographique. Parce qu'on va avoir accès à les cartes, les 3 boucles, puis on doit faire notre propre chemin, comme elle dit, avant les 3 journées pour savoir si on passe-tu par les dunes en premier, la montagne en deuxième. Puis là, on fait tous nos calculs avec le rapporteur topographique, c'est calcule les distances sur la carte, les degrés. Puis il vous montre s'il y a des ballons, des choses comme ça. Vous allez coucher à l'extérieur. Oui. Ça vous fait pas peur? Il y a des bébites, j'imagine, dans le désert. Elle est plus 5 étoiles dans la vie. Moi, c'est un dépassement parce que je suis vraiment, tu sais, j'aime voyager dans les 5 étoiles, j'aime visiter, tout le contraire de Karine. J'aime, c'est ça, être dans les 5 étoiles, visiter, m'informer, mais tout dans le luxe. C'est ça comme ça. Là, c'est un dépaysement total. Ça vous fait pas peur?
Oui, mais en même temps, j'aime les défis. J'aime me mettre pas en danger, là, mais j'aime sortir de ta zone. Oui, sortir de ma zone, parce que justement, c'est ces sorties de zone de confort-là qui font en sorte que tu restes les pieds sur terre puis que tu apprécies plus quand tu es des 5 étoiles. Mais étant donné que vous allez marcher comme ça là, pendant 10, 12, 15 km par jour, est-ce que vous vous entraînez depuis un certain temps à marcher autant? Là? Parce que c'est énorme quand même. Là. Oui. Moi, j'ai fait plusieurs montagnes, dans le fond, là, parce que marcher à long terme, je sais que à tous les jours ou presque, là, on le fait. Parce qu'on s'entend, c'est pas comme marcher ici non. dans la ville ou marcher dans le bois. On marche à grosse chaleur dans le centre. Puis le désert n'est pas que dune. Il y a beaucoup roches, rocailleux, tout ça. C'est un peu si quelqu'un a déjà été, mettons, à Las Vegas, les déserts du Nevada, puis tout ça, c'est de la roche, c'est vraiment dur. Mais, tu sais, mettons, c'est 12 km. Mais ça peut prendre 12 heures le faire ou un bon 10 heures. Ouais. On est plus souvent arrêté qu'à marcher. À faire nos calculs. À faire nos calculs, savoir notre point est où, notre boussole. Fait que comme on dit, c'est mental. On est-tu sur le bon chemin parce qu'on sait qu'un degré peut faire toute la différence sur le trajet. C'est un gros travail d'équipe aussi. Oui. Chacune va avoir une responsabilité précise. Une à la boussole, l'autre compte les pas. Vous parliez d'équipement. Je veux dire, c'est beau d'avoir la boussole et les autres choses, mais les vêtements et tout ça, vous devez en transporter ou vous portez le même linge pendant 4 jours de temps? Bonne question. Hein? On a l'opportunité de pouvoir laisser une grosse valise à notre bivouac. Okay. Donc, dans le jour, ce qu'on traîne, c'est notre nourriture pour dîner. De l'eau, bien évidemment, on va avoir gourde d'eau, hydrolyte, noix, collations, exactement, trousse de premiers soins, coupe-vent, des petits effets personnels. Fait que, la nourriture toute la journée. Oui, mais c'est pour l'apportons d'ici aussi. Okay. On apporte nos propres lunch pour le dîner. On va être, il va y avoir un buffet pour le soir puis le matin. Puis à des points de ravitaillement, il y a aussi de l'eau, des fruits. Est-ce que c'est le même bivouac pendant 3 jours ou vous vous promenez de campement en campement? On revient à notre bivouac. Fait que les valises restent là, c'est toujours là. Est-ce qu'il y a moyen, c'est une grosse question, y a-t-il moyen de prendre une douche, de se laver, quelque chose? Ou non, il faut se sentir cette question-là, je pense qu'ils avaient. Moi, j'ai posé la question. Madame 5 étoiles? Exactement. J'aurais fait la même chose. Oui, on peut, il y a des douches là-bas qu'on peut prendre. L'eau est froide, c'est ce qu'on s'est fait dire, c'est la seule chose. On n'a pas d'eau chaude. Ben, ça va rafraîchir, en tout cas. Exactement. C'est un trip de femmes. Je veux dire, ce ne sont que des femmes qui participent à ça. Il y en a combien à peu près? 700 femmes environ. 700 femmes, puis 120 Québécoises. Le reste, c'est des Françaises. Des Européennes, des Françaises. Fait que chacun a son petit groupe. Oui, de 2 ou de 3, des équipes. Comment s'appelle votre équipe? Vous avez un nom d'équipe? Bien sûr. Ça s'appelle? Du fils à... Oui, ça s'appelle les pas très matures. Pas très matures. Exactement. Vous allez m'expliquer pourquoi? Oui. Quand j'ai annoncé à mon fils qui avait 8 ans à l'époque, je pense quand il a dit, il m'a dit, maman, c'est pas très mature. Ah, pas vrai. Donc là, je raconte ça aux filles, que ça a été sa réaction. Fait que là, on cherchait un nom, puis à un moment donné, on disait, hey, on va s'appeler les pas très matures. Et on n'avait même pas fait le lien qu'il y avait le mot pas dedans. C'est vrai. Ah, ben fait que c'est les pas très matures ou les pas très matures. Tu sais, dans les deux sens, on choisit exactement. Ah, c'est bon. J'imagine que ça coûte des sous faire ça, là. Hein? Faut ramasser des sous. Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous faites pour ramasser des sous? C'est parce qu'à la base, c'est pour ramasser des fonds. C'est ça aussi. C'est pas juste un voyage qu'on se paye, oui, mais le but, c'était de ramasser des fonds. Rose Trek Maroc est associé avec le cancer du sein. Okay. Donc, c'est la première cause pour laquelle on va aller marcher. Et au Québec, ici, on avait le droit de se choisir aussi une autre cause à qui on voulait donner des sous. Et ils proposaient naturellement le club des petits déjeuners. Oui, exact. Ça nous parlait aux 3 aussi, mais on aurait pu marcher pour l'Alzheimer, on aurait pu marcher pour une autre cause aussi. Donc, le cancer du sein et les petits déjeuners. Exactement. On vous souhaite bonne chance. Amusez-vous. C'est important d'aller chercher des beaux souvenirs pour vous aussi. Oui. Puis merci pour les causes que vous supportez. Merci. Merci mesdames. Merci beaucoup. Les écoliers de l'école Saint-Paul de Pabos, à Chandler, ont reçu des chaussures de persévérance suite à leur participation au Grand Défi Pierre Lavoie. Un reportage de Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé. Pour le défi des cubes énergie du Grand Défi Pierre Lavoie,
L'école Saint-Paul de Pabot s'est distinguée grâce à la participation de tous ses élèves. Pour souligner cet exploit, l'école a remporté le tirage au sort qui lui a permis de recevoir la visite de l'équipe de la tournée La Grande Récompense du Grand Défi Pierre Lavoie. Le 15 septembre dernier, l'équipe a notamment remis des chaussures du Grand Défi Pierre Lavoie à tous les enfants de l'école. Pour recueillir les réactions suite à cette visite, j'ai rencontré la coordonnatrice de la tournée La Grande Récompense, Amélie Bertrand, l'enseignante de 6e année et responsable des Cubes Énergie du Grand Défi Pierre Lavoie, Julie Poirier, ainsi que la directrice de l'école, Magali Albert. On est ici pour souligner les grands gagnants du défi des Cubes Énergie. Alors, les jeunes de Saint-Pabos ont accumulé beaucoup de Cubes Énergie lors du défi des Cubes en mai passé et ils ont été tirés les grands gagnants de toute la région de Gaspésie et des Îles-de-Madeleine. Alors, on est ici aujourd'hui pour festoyer leur réussite. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici parce que c'est des chaussures que vous allez remettre aux enfants? Des chaussures et aussi une grande fête qui l'accompagne. Alors, c'est vraiment important pour nous de venir souligner le fait qu'ils ont gagné, mais surtout souligner à la manière du Grand Défi, alors à la manière active. Aujourd'hui, on va avoir un parcours à obstacles partout. On remet des souliers de sport aussi pour qu'ils puissent continuer à bouger toute l'année. Alors, on reste dans les valeurs du Grand Défi. Par cette remise de chaussures et les activités que vous allez faire, c'est quoi le message que vous voulez passer aux jeunes? Le message de continuer à bouger dans le plaisir toute leur vie, toute l'année. C'est parce que le défi des Cubes Énergie est fini qu'on arrête de bouger. On veut qu'ils continuent à bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le défi des Cubes Énergie, c'est pourquoi, dans le fond, c'est pour les inciter à bouger? Le défi des cubes, ça se veut un défi plaisant qui vient amener dans le côté ludique du jeune à bouger. Alors, c'est 3 semaines en mai où est-ce que les jeunes viennent accumuler différents cubes énergie, autant en bougeant à l'école, à la maison. Alors, on vient faire bouger autant la famille, autant les grands-parents, les frères et sœurs et, bien sûr, toute l'école qui se mobilise. Vous avez gagné la grande récompense du Grand Défi Pierre Lavoie. C'est pas la première fois que vous me disiez que vous la gagnez en plus? Non, on a gagné la première année en 2012. On s'est inscrit cette année-là, la première fois, puis on a gagné la première année. Puis on est allé à Montréal célébrer la grande récompense. C'est le défi des Cubes Énergie. Comment les enfants participent à ce défi-là? Bien, à chaque jour, les enfants ont participé souvent en venant à l'école à vélo ou bien les professeurs ont fait minimum 30 minutes d'exercice par jour, tous les jours, pendant les 3 semaines qui étaient faites pour le défi. Le défi se réalise au mois de mai. Donc, tout le mois de mai, il y a des activités organisées au niveau de l'école. Souvent, c'est des marches, des activités sportives, des récréations énergiques où les jeunes dansent, puis tous les cubes sont accumulés. Puis les parents ont aussi un rôle à jouer parce qu'à la maison, ils doivent accumuler aussi des cubes. C'est Mme Julie, la responsable, de tout cumuler ces cubes-là pour, par la suite, avoir des billets pour le tirage de notre grande récompense. Qu'est-ce que ça représente pour l'école de remporter ce prix-là? Bien, ça montre aux jeunes le plaisir de faire de l'activité physique. Ce qu'on veut, c'est qu'ils bougent, nos jeunes. Ça leur apporte vraiment de l'énergie, un sentiment d'appartenance à l'école. On voit aujourd'hui la scène, c'est merveilleux. Ça fait comme un grand sentiment de famille. Fait que je pense que ça leur amène tout ce qui est le lien entre nous. Un bel accomplissement, un bel accomplissement, d'une fierté de voir nos jeunes bouger. On a toujours été une école très active. Fait que c'est beau de voir ça. Constatez-vous un impact sur les enfants, le Grand Défi Pierre Lavoie? Moi, personnellement, puis même les enseignants aussi, souvent, ce qu'on faisait, là, aller marcher 30 minutes le matin avant de commencer à travailler, c'était vraiment bénéfique. Oui, vraiment. Puis on le voit, la récompense, même si on ne l'avait pas eu durant l'année, durant ce mois-là, puis tout au courant de l'année, on fait des activités en lien avec le sport. Fait que ça nous donne comme cette culture-là, je peux dire, le défi Pierre Lavoie. Ça nous amène à bouger. Dans le fond, de ça, vous venez de me dire, il n'y a pas juste les enfants qu'on fait bouger, il y a aussi le corps enseignant. Oui, tout le monde a participé, tout le corps enseignant, tous les les personnels de l'école, tout le monde bougeait. Oui, c'est ça, ça fait une belle ambiance, honnêtement, oui. Merci beaucoup à vous deux. Ça nous fait plaisir. Merci, ça fait plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.